temps d'avoir le temps pour suivre ce débat avec nous et donner de l'élan à cette initiative qui en est à sa première. Je voudrais dire au nom du directeur ici présent, professeur Ibrahima Thiaw, et au nom de tous les enseignants et doctorants, dire un grand merci à M. Ndongo Samba Sylla d'avoir accepté de prononcer ce webinaire inaugural. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Ndongo Samba Sylla est économiste. Il est chargé de programme et de recherche à la Fondation Rosa Luxembourg. C'est un auteur prolixe. M. Sylla a publié le scandale du commerce équitable, la démocratie contre la République, les mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest. Et avec Fanny Pigeot, il a publié L'arme invisible de la France-Afrique. Ce que l'on sait moins de cet esprit brillant, c'est qu'il a été champion du monde et vice-champion du monde de Scrabble à de nombreuses reprises. Avant de lui donner la parole, je voudrais en quelques mots rappeler la raison d'être d'Eureka à l'attention de ceux qui nous suivent en live, en live vidéo, dont ce webinaire constitue le premier lien avec Eureka. L'unité de recherche en ingénierie culturelle et en anthropologie, Eureka est une équipe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire créée en 2017. Elle est dédiée à la formation, à la recherche ainsi qu'à la recherche anthropologique. Eureka est logée à l'IFAN. Elle est affiliée à l'école doctorale Ethos et domiciliée à l'IFAN Cheikh Anta Diop de Dakar. Eureka bénéficie du soutien de la Benjamin Foundation de celui de la Smithsonian des États-Unis. La formation doctorale proposée par Eureka, reconstruire l'anthropologie postcoloniale, a pour objectif 1. De bâtir une anthropologie africaine décolonisée et capable, au même titre que les autres, de constituer un foyer diffuseur de modèles épistémologiques. Deuxième objectif, de prendre en charge les questions transversales liées à la résilience des sociétés africaines, notamment autour des enjeux des ressources humaines, des patrimoines matériels et immatériels, de la question de l'environnement, des logiques de la diversité culturelle et de la tolérance religieuse, de la gouvernance, de l'égalité des genres et de la citoyenneté, de militer pour une muséologie éthique en Afrique. Le webinaire interdisciplinaire et interuniversitaire, appelé WWI, que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans la suite des stratèges développées par Eureka pour promouvoir des formes d'interaction créative transcendant les barrières disciplinaires et universitaires afin d'instaurer un espace inclusif de fécondation des savoirs et de débat d'idées. Je vais sans tarder passer la parole au conférencier qui nous parlera du thème « Les impasses de la démocratie représentative en Afrique ». Monsieur Ndongo Sylla, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie l'UDECA, le directeur, le professeur Thiaw et le docteur Mohamed Bi pour leur invitation. C'est un grand plaisir de participer à cette première, à ce webinaire de l'UDECA. Donc je suis vraiment très heureux d'être ici et je me réjouis également de retrouver ici certains amis, collègues et aussi les étudiants de l'UDECA ici. Et donc on m'a demandé de parler des impasses de la démocratie représentative en Afrique. L'approche que j'aurai sera conceptuelle, historique et également va s'appuyer sur une perspective d'économie politique. Quand je dis économie politique, c'est pour dire que souvent on a tendance à parler de la démocratie, disons des institutions politiques, sans prendre en compte le facteur économique. Et donc pour comprendre la démocratie,
pour comprendre les attentes vis-à-vis de la démocratie, il est important souvent d'avoir cette perspective de politique économique. Et donc, pour aller dans le cœur de ce sujet, les impasses de la démocratie représentative en Afrique, il faut d'abord resituer l'histoire de la démocratie représentative. D'où est-ce qu'elle vient? Ce que signifie la démocratie représentative? Parce que généralement, la conception que les intellectuels, les organisations de la société civile et même les constitutionnalistes, politistes, etc., ont de la démocratie, cette conception-là est un peu datée et comporte aussi certains biais. Et donc, la première thèse que je répandrai, c'est celle qui consiste à dire que la conception dominante de la démocratie, celle qu'on retrouve à travers les médias, celle qui est véhiculée par les intellectuels et les organisations de la société civile, est un cas patent de ce qu'on appelle l'épistémicide. L'épistémicide, c'est le mode de la connaissance. Et ce concept d'épistémicide a été avancé par un sociologue portugais qui s'appelle João de Sousa Santos. Et pour moi, le discours sur la démocratie est un mode de la connaissance, parce que c'est un discours qui trompe d'une certaine manière, et un peu illusoire. Et donc, pour bien appréhender le concept de démocratie, avant d'en venir à la démocratie représentative, pour moi, il y a deux choses essentielles à faire. La première, c'est de délibéraliser le concept de démocratie. Quand je dis délibéraliser, c'est-à-dire de revenir sur l'histoire de la démocratie telle qu'elle a été racontée, disons, par la pensée libérale. La deuxième chose à faire, c'est décoloniser le concept de démocratie, c'est-à-dire décoloniser le concept tel qu'il nous vient, disons, d'Occident. Et donc la première étape, en tout cas de ma présentation, va consister à délibéraliser le concept de démocratie. Et donc pour cela, il faut retourner aux origines, c'est-à-dire à la naissance même du mot démocratie. Démocratia est un mot d'origine grecque qui est vieux de plus de 2500 ans. Sa première apparition littéraire remonterait à Hérodote, qui l'identifiait au gouvernement par la pléthore. Et donc, démocratia est un terme qui est composé de deux termes, démos et kratos. Démos, à l'origine, ce n'est pas le peuple dans son entièreté, mais plutôt les citoyens pauvres. Donc, ce n'est pas tout le peuple, ce sont les citoyens pauvres. Et donc, la catégorie de citoyens se définissait par rapport aux ensembles qui les suivaient. Donc, il y en avait trois, les métèques, ou étrangers libres, les femmes et les esclaves. Et donc, les citoyens, c'est ceux qui n'étaient ni des métèques, ni des femmes, ni des esclaves. Et donc, quant à Kratos, aujourd'hui, on nous dit que c'est le gouvernement. En réalité, à l'origine, Kratos ne fait pas référence au gouvernement. Kratos désigne plutôt la force brutale, une puissance illégitime. Et donc, démocratia, à l'origine, c'est-à-dire il y a plus de 2500 ans, désignait le régime politique où s'exerce la puissance réputée illégitime des citoyens pauvres. Et donc, au départ, il s'agit d'un mot polémique, on peut même dire d'une insulte aristocratique, destiné à jeter l'opprobre sur la réalité des cités où le démon joue un rôle actif dans les affaires publiques. Donc, il faut comprendre qu'à l'origine, la démocratie est née comme mot polémique. Ce sont les aristocrates qui l'utilisaient pour fustiger les cités où les citoyens pauvres avaient beaucoup de pouvoir politique. Et de nos jours, souvent, les gens par facilité nous disent que la démocratie est le gouvernement de la majorité. Mais cette formule n'est pas très précise. Parce que, comme le rappelle Aristote dans son livre La politique, Aristote dit que dans tous les régimes politiques, c'est la majorité qui gouverne. Parce que la majorité, c'est un concept statistique. Et donc, ce qui compte, c'est d'identifier la majorité politique dans les différents
régime politique. Et donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de la majorité politique dans les régimes dits démocratiques? Aristote répond qu'en fait, cette spécificité réside dans le fait que ceux qui, disons, sont souverains, ceux qui ont des pouvoirs de contrôle public, ceux qui ont des pouvoirs de législation, appartiennent aux classes sociales, disons, de basse extraction sociale, c'est-à-dire aux plus pauvres. Et donc, dans la démocratie, ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont dans les tribunaux, ceux qui sont dans les assemblées, sont composés majoritairement, disons, de citoyens pauvres, classe moyenne pauvre. Et donc, c'est ça qui fait la spécificité de la démocratie. Par contre, dans les régimes oligarchiques, ceux qui dominent les assemblées et les tribunaux, ce sont les citoyens qui viennent des classes les plus aisées, donc les plus riches. Et donc, dire que la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité, ce n'est pas une formulation précise. Parce que dans toute forme de gouvernement, il y a une majorité qui se décide. Mais seulement dans la démocratie, ce sont les pauvres qui sont majoritaires. Alors que dans le régime oligarchique, ce sont les riches qui sont là, qui dominent les tribunaux, qui dominent les assemblées. Et donc, c'est ça que nous dit Aristote. Et donc, ce qu'il est important de dire, c'est que dans la pensée grecque, il n'y a pas de théoricien grec antique, il n'y a pas de théoricien qui ait défendu la démocratie. Souvent, on nous dit à tort que la démocratie est née en Grèce, mais dans cette Grèce antique, il n'y a aucun penseur politique connu qui ait défendu la démocratie. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la démocratie était une insulte. Et donc, Platon avait une formule assez éloquente. Il disait que la démocratie est le moins bon des bons gouvernements et le meilleur des mauvais. Donc, c'est Platon qui le disait. Le moins bon des bons gouvernements, c'est cette conception de la démocratie qui a dominé le discours politique, la pensée politique en Occident. Donc, à chaque fois que nous occidentaux parlaient de démocratie, c'était pour l'associer avec l'état sauvage, la pauvreté, l'injustice et le chaos. Et donc, s'il y a une idée qui n'est pas occidentale du tout, c'est la démocratie. Et lorsque je le dis, je n'exagère pas. Depuis Platon, disons jusqu'au milieu du XIXe siècle, vous ne trouverez aucun penseur politique majeur en Occident qui ait défendu la démocratie. Je n'exagère pas, il n'y en a pas. Parce que la démocratie, c'est une insulte. C'est comme si quelqu'un voulait dire, ah, c'est une dictature. Donc c'était la même chose. Donc c'est un terme qui était haï. Souvent aussi, on a tendance à nous dire que la période, disons, qu'on désigne comme étant le siècle des Lumières, est une période où les penseurs occidentaux défendaient la démocratie. En fait, tel n'était pas le cas, parce que la plupart de ces penseurs étaient plus ou moins informés par une philosophie libérale. Et donc, ils étaient contre la démocratie. Ils ne défendaient pas la démocratie. Et donc, dans tous leurs écrits, ce n'était que des injures vis-à-vis de la démocratie. Et donc, pour prendre un exemple concret, on peut citer le cas de Voltaire. Voltaire a publié à son époque, au XVIIIe siècle, un dictionnaire philosophique. Et quand vous allez à l'entrée démocratie de ce dictionnaire philosophique, Voltaire nous dit que la démocratie n'existe que dans les contrées sauvages. Vous allez en Afrique, vous avez des démocraties. Vous allez dans les Amériques, vous avez des démocraties. Mais vous dire dans les pays, disons, européens, il n'y a pas de démocratie. Pourquoi? Parce que c'est des régimes civilisés. Et Voltaire conclut en disant que avoir un monarque est la preuve la plus belle de civilisation. Parce que démocratie égale état sauvage. Et donc, pendant, disons, la fin du XVIIIe siècle, où on a assisté d'abord à la Révolution américaine en 1776,
et aussi par la suite à la Révolution française de 1789, il y a eu beaucoup d'écrits durant cette période-là. Mais il n'y a pas d'écrits pour défendre la démocratie. Au contraire, la plupart de ces révolutionnaires avaient un autre mot pour critiquer la démocratie. Et cet autre mot, c'est la République. Et donc, ils disaient que la démocratie, c'est mauvais. Ce qu'il faut, c'est la République. Et donc, c'est pourquoi j'avais titré mon livre « La démocratie contre la République ». Parce qu'il y a une histoire. Cette histoire, elle commence, disons, dans la pensée grecque. Parce que la pensée grecque distinguait trois types de gouvernements. La monarchie, qui est le gouvernement d'un seul, arché, c'est le commandement. Et donc la monarchie, lorsqu'elle devient illégitime, elle se nomme tyrannie. Après, on a l'aristocratie, le gouvernement des meilleurs. Lorsque l'aristocratie devient illégitime, c'est-à-dire lorsqu'elle se corrompt, on la nomme oligarchie, le gouvernement des riches. Et il y a un dernier type de régime assez bizarre, qu'on appelait politeia. Donc politeia, c'est un terme générique pour dire régime politique. Et donc le livre de Platon qui s'appelle République, le terme en fait en grec c'est politeia. Et donc c'est à partir, disons, de la Renaissance qu'on a commencé à traduire politeia par République. Et donc Aristote nous dit, lorsqu'une politeia, une république, se corrompt, elle devient démocratie. Et donc ça veut dire que la démocratie était une corruption de la bonne forme de gouvernement qu'était la République. Et donc les pères fondateurs, disons, aux États-Unis, mais aussi les révolutionnaires français, ont puisé à cette source-là leur aide de la démocratie. Et donc ils disaient, nous ne voulons pas de démocratie, nous voulons la République. Et donc c'est pourquoi, pendant toute cette période, on ne voit pas d'écrit pour défendre la démocratie. Il n'y en a qu'un seul qui a un peu défendu la démocratie, c'était Robespierre. Mais Robespierre, il disait que la démocratie, c'est la violence révolutionnaire. C'est pourquoi, si vous ouvrez le dictionnaire classique de la langue française, l'édition 1827, vous allez voir à l'entrée démocratie, démocratie, deux points, subdivision de la tyrannie entre plusieurs citoyens. Donc ça, c'est le dictionnaire qui montre ça. Subdivision de la tyrannie entre plusieurs citoyens. Donc la haine de la démocratie, en Occident, c'est une haine bimillénaire. Donc 2000 ans de haine de la démocratie. Et donc, il y avait aussi certains préjugés sur la démocratie. Les révolutionnaires, comme les écrivains, disaient que la démocratie ne peut exister que dans les petits États. Parce que, comme ça supposait la participation politique directe de la plupart des citoyens, ils disaient que la démocratie ne peut exister que dans les petits États. Ils disaient également que la démocratie est un régime éphémère. Pourquoi? Parce que c'est un régime tellement violent qu'à chaque fois que ça se termine dans du bain de sang. Il disait aussi que c'était l'argument le plus important pour la démocratie. C'est un régime qui est opposé à l'accumulation des richesses. Et donc, à cette époque, le capitalisme était naissant. Et donc, les plus riches ne voulaient pas de régime politique qui serait contrôlé par les plus pauvres. Et donc, il disait qu'on ne peut pas de démocratie parce qu'avec la démocratie, il n'y a pas de développement possible. C'est une égalité entre les citoyens. Et ça, ce n'est pas désirable pour, disons, les classes dominantes à l'époque. Et donc, cette haine de la démocratie, elle a des traces. Si vous prenez l'actuelle constitution américaine, vous pouvez aller après sur Google, taper. Il n'y a pas le mot démocratie dans la constitution américaine. Et ça, c'est pas un hasard. Parce que lorsque les pères fondateurs, les 55, se sont réunis entre mai et septembre 1787, leur vote c'était comment faire pour que ce pays ne soit jamais une démocratie. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelle James Madison, qui est le 4e président américain. Il a pris des notes pendant des discussions, pendant l'Assemblée constitutionnelle, pour mettre en place cette constitution-là. Et donc, il disait, et je le cite, la démocratie est le pire de tous les mots politiques. Et donc, eux, leur projet, c'était très simple, mettre en place une république. Et ce qu'on appelait république allait finir par être, disons, renommée démocratie représentative. Et donc, au départ, l'idée de démocratie représentative, en fait, n'était pas très claire. On parlait de république, où
de gouvernement représentatif ou de gouvernement bourgeois. C'est très clair, hein, gouvernement bourgeois. Mais l'objectif, c'était de faire en sorte que les plus riches puissent accumuler des fortunes sans que les plus pauvres n'aient le mot à dire. C'est-à-dire accumuler, s'enrichir, augmenter les inégalités sans qu'il y ait de révolution. Et donc c'était ça en fait un peu l'objectif du gouvernement représentatif. Et donc c'est par la suite, avec la naissance des partis, disons à partir de 1850, qu'on a progressivement commencé à ne plus parler d'aristocratie élective, mais disons de démocratie représentative. Sachant que la démocratie représentative était présentée comme un antidote à la démocratie qui était entendue du peuple, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie représentative n'est pas démocratique, n'a pas été voulue démocratique. Ça, il faut le comprendre. Donc, c'est un régime oligarchique au départ. C'est pourquoi on l'appelait aristocratie élective. C'est-à-dire comment donner le pouvoir aux riches pour qu'ils continuent à accumuler sans que les pauvres n'aient le mot à dire. Donc c'est ça l'objectif de la démocratie dite représentative et qui s'appelait autrefois aristocratie élective. Et donc, ce qui est important également de souligner, c'est que l'expression d'élection démocratique est née plus ou moins avec l'apparition du concept de démocratie représentative. Parce que pendant plus de 2000 ans, il n'y a aucun penseur qui ait utilisé ce concept d'élection démocratique. Parce que le concept d'élection démocratique est un oxymore, c'est-à-dire c'est une juxtaposition de deux termes contradictoires. Élection a le même radical que élite. Donc c'est le processus par lequel on met en place des élites. Et donc le processus par lequel on met en place des élites ne peut pas être démocratique. Donc c'est un oxymore. Et c'est pourquoi, disons, des penseurs grecs, Aristote, Platon, etc., jusqu'au XIXe siècle, vous ne verrez aucun penseur qui parle d'élection démocratique, parce que c'est un terme contradictoire. Parce que élection, comme disait Aristote, Montesquieu et tous les autres, égale oligarchie. Ça, c'est très clair. Élection égale oligarchie. Et donc, les régimes démocratiques, généralement, utilisaient le tirage au sort. Et c'est comme ça que ça a toujours été conçu dans les régimes démocratiques. C'est le tirage au sort. C'est pas que tous les postes sont pourvus au tirage au sort, mais par exemple, pour siéger dans les tribunaux ou pour être dans des assemblées, on pratiquait le tirage au sort. Au niveau local, pour certaines fonctions délibératives, on tirait au sort. Pourquoi? Parce que dans l'idéal démocratique, si on dit que tous les citoyens sont égaux, ça veut dire que tous les citoyens sont capables de délibérer. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des élections. C'est pourquoi, disons, dans la Grèce, à Athènes, il y avait souvent la pratique du tirage au sort. Tous les postes étaient, en fait, près de 90% des postes étaient pourvus par tirage au sort. L'élection ne concernait que peut-être 10% des postes. Donc, l'expression élection démocratique est passée, disons, dans les mœurs, tout le monde l'emploie. Mais si on le regarde bien, c'est une contradiction dans les termes, parce que l'élection ne peut jamais être démocratique. Et donc, l'autre chose qui est importante de souligner, c'est que cette aide de la démocratie a quelque part été transmutée pour, en fait, un peu flouer le peuple. Parce qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est-à-dire avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont utilisé le concept de démocratie pour un peu faire avancer leur fait, ont commencé à utiliser le mot démocratie d'une façon, disons, positive, mais en même temps idéologique. Si on prend l'histoire américaine, disons, entre 1776 jusqu'à 1905, il n'y a eu aucun président de la République qui ait à un moment donné utilisé le mot démocratie pour qualifier le régime politique américain. Il n'y en a pas. Le premier à l'avoir fait, c'est Theodore Roosevelt. En 1905, il disait que les États-Unis sont une république démocratique. Et donc là même, il avait fait
disons, un compromis en utilisant les termes république et démocratie. Mais c'est avec la Première Guerre mondiale que le concept a commencé à être utilisé. Le concept aussi d'Occident est apparu à partir de là. L'Occident comme regroupant l'Europe, les États-Unis, etc. Et donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'idée de démocratie a été agitée pour, soi-disant, fustiger les régimes communistes. Donc, l'idée c'était de dire que la démocratie est le patrimoine de l'Occident et l'Occident se bat face aux régimes communistes qui, eux, ne sont pas démocratiques. Mais les régimes communistes, eux, s'appelaient démocratie populaire. Et donc, j'ai fait cette généalogie pour une chose, pour que vous compreniez qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun pays qui soit démocratique si on utilise le terme démocratie dans la rigueur de son acception originelle. Il y a un auteur qui s'appelle John Donne qui a fait un livre sur l'histoire de la démocratie et il disait dans ce livre, lorsqu'un État moderne, quel qu'il soit, affirme être une démocratie, il ne peut s'agir que d'une description erronée. C'est-à-dire que si on raisonne de manière rigoureuse avec des concepts clairs, il n'y a pas de démocratie. Les États-Unis ne sont pas une démocratie, la France n'est pas une démocratie, la Suisse, le Sénégal ne sont pas des démocraties. Parce que démocratie, c'est des régimes où le pouvoir politique est exercé par les citoyens, disons, de basse extraction sociale. Donc la démocratie, c'est un régime scandaleux. C'est pourquoi il a fait l'objet de tout cet apport-là durant des millénaires. Et donc, la question que nous devons nous poser à partir de là, c'est pourquoi nous sommes venus à percevoir les pays occidentaux comme des démocraties. La première réponse est que cela est dû au succès de la propagande déployée depuis le début de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui autour des soi-disant valeurs occidentales. Souvent, pour contrer ce discours-là, on dit que nous aussi, on a des valeurs démocratiques issues de tel ou tel. Mais c'est un discours un peu, disons, qui vient en réaction, parce que comme je l'ai montré, s'il y a une idée qui n'est véritablement pas occidentale, c'est la démocratie. L'autre chose également qui fait qu'on a eu tendance à considérer les pays occidentaux comme des démocraties, c'est qu'on a souvent eu tendance à confondre le type de système politique et les performances générées par ces systèmes politiques-là. Et donc par performance, j'entrevois deux choses. Tout d'abord, la performance constitutionnelle, c'est-à-dire le respect plus ou moins important des libertés politiques et civiles, la transparence des élections, etc. Ordinairement, ce qu'on appelle les états de droit. Et un autre type de performance que j'appelle performance socio-économique, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la majorité des citoyens. Donc en Occident, on a vu un certain niveau de liberté. On a aussi vu un certain niveau de bien-être économique pour les populations. Et c'est ça qui fait généralement qu'on dit « Ah, ce sont des démocraties ». Mais il faut distinguer ces performances-là de la nature des systèmes politiques qui sont en vigueur en Occident. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les performances démocratiques qu'on a pu observer dans le cas des régimes politiques oligarchiques en Occident n'ont été possibles que sous des conditions historiques données. Parce que nous, l'erreur qu'on fait, c'est de penser que si on importe les mêmes institutions, les mêmes formes institutionnelles, élections, etc., cours constitutionnels, ce genre de choses, on va avoir les mêmes performances en termes économiques et en termes de liberté. C'est un raisonnement, disons, erroné, parce que ça ne tient pas en compte les circonstances historiques qui ont fait que des régimes qui ne se voulaient pas démocratiques ont malgré tout permis des performances démocratiques. Et donc ces conditions historiques, il y en a eu trois. Et donc la première, et qui est de loin la plus importante, c'est l'impérialisme. Et lorsque je dis impérialisme, j'entends que l'Occident a dominé le monde. Elle a organisé selon ses propres besoins et a contraint les autres parties du monde à s'ajuster à ses besoins.
Ça, il faut le comprendre. Parce que l'Occident a, disons, avant la Première Guerre mondiale, presque plus de 80% du globe terrestre était sous domination européenne. Et donc ça a généré, disons, des dividendes sur le plan économique, etc. Et donc ça a été important. Donc l'obtention des performances démocratiques en Occident est allée de pair avec l'impérialisme, disons, européen puis américain. La seconde condition historique a été l'existence au XXe siècle d'un bloc socialiste, disons, au sein de l'Occident. Et donc ce bloc socialiste a permis la démocratisation, ou en tout cas une redistribution moins déséquilibrée de ces bénéfices économiques de l'impérialisme dont je viens de parler. Et donc parfois on emploie le concept de rente impérialiste, c'est-à-dire que l'Occident a dominé le monde et les bénéfices économiques de cette domination ont été partagés de manière un peu plus équilibrée grâce aux luttes menées par les mouvements socialistes en Occident. Par exemple, tous les mouvements ouvriers luttaient pour réclamer de meilleurs salaires, pour lutter pour réclamer une protection sociale, etc. Et donc, la troisième condition historique a été l'existence d'un puissant mouvement anticolonial global. Quand je dis mouvement anticolonial global, j'inclus les mouvements de libération en Afrique, mais aussi les luttes pour les droits civiques telles qu'on a pu observer dans les années 60 aux États-Unis avec Martin Luther King, Malcolm X et autres. Et également l'alternative communiste. Donc, quand je parle de mouvement anticolonial global, je parle de tous ces aspects-là. Les mouvements de libération, les luttes pour les droits civiques et l'alternative communiste. Pourquoi? Parce que ces mouvements-là ont mis une pression énorme sur les régimes politiques occidentaux pour que ces régimes soient un peu plus soucieux, disons, du bien-être des travailleurs, un peu plus soucieux des droits, ce qu'on appelle maintenant les droits de l'homme, et aussi un peu moins violents, disons, dans leur mode d'organisation. Si je dis cela, ça peut paraître un peu abstrait, mais je peux donner deux exemples qui montrent dans quelle mesure les mouvements anticolonialistes ont eu un effet important sur les régimes politiques en Occident. Et donc, le premier élément que je donne, c'est une lettre du ministre de la Justice aux États-Unis en 1952. C'est une lettre qui était adressée à la Cour suprême des États-Unis sur la question de la discrimination raciale. Parce qu'à l'époque, il y avait la discrimination dans les écoles, dans les moyens de transport, les cinémas, etc. Et donc, la Cour suprême des États-Unis devait décider si ces discriminations raciales sont constitutionnelles ou pas. Et donc, avant de décider, la Cour suprême des États-Unis reçoit une lettre du ministère de la Justice qui lui écrit, et je cite, « Si vous décidez que les normes qui régissent la discrimination sont légitimes sur le plan constitutionnel, ce sera une grande victoire pour le mouvement communiste, pour les mouvements des peuples du tiers-monde, dans le sens où ils peuvent discréditer la démocratie aux États-Unis. Nous pouvons conquérir une légitimité aux yeux du tiers-monde seulement si nous décidons que les normes pour la discrimination raciale sont inconstitutionnelles. » Ce que ça montre, c'est que sans la pression issue des mouvements tiers-mondistes, du mouvement communiste, la discrimination raciale aurait pu voir son existence prolongée. Et donc ça, c'est un élément important à retenir. Une autre illustration de l'influence du mouvement anticolonial et du mouvement communiste est fournie par le rapport du président Richard Nixon, qui, à la veille des indépendances, était venu faire une tournée en Afrique où il a visité une dizaine de pays. Et notamment, il a été en Égypte et il a été au Ghana. Et donc, dans son rapport, il disait ceci: grâce à une habile propagande inspirée principalement par les ennemis de la liberté, ce qu'ils appelaient ennemis de la liberté, c'est le mouvement communiste.
Une image constamment déformée du traitement des races minoritaires aux États-Unis est présentée avec efficacité dans les pays que j'ai visités. Chaque cas de préjugé dans ce pays est détruit de manière à créer une impression complètement fausse des attitudes et des pratiques de la grande majorité du peuple américain. Il en résulte des dommages irréparables à la cause de la liberté qui est en jeu. Nous devons continuer à nous appliquer à la racine. Nous devons continuer à nous attaquer à la racine de ce problème. Nous ne pouvons pas parler d'égalité aux peuples d'Afrique et d'Asie et pratiquer l'inégalité aux États-Unis. Dans l'intérêt national ainsi que pour les questions morales en jeu, nous devons appuyer les mesures nécessaires qui assureront des progrès ordonnés vers l'élimination de la discrimination aux États-Unis. Et nous devrions faire un travail beaucoup plus efficace que celui que nous faisons actuellement en racontant la véritable histoire des progrès réels réalisés vers la réalisation de cet objectif, afin que les Africains aient une image exacte de la situation telle qu'elle se présente réellement aux États-Unis. Donc ça montre que les luttes que les Africains menaient dans le cadre des mouvements de la libération ont eu des conséquences, disons, aux États-Unis. Cela a permis, par exemple, de renforcer les luttes pour l'obtention de droits civiques, les luttes pour mettre fin à la discrimination raciale. Donc, ce que je veux dire, c'est que les systèmes dits de démocratie représentative sont des systèmes libéraux. Donc, sans pression externe, sans pression démocratique, ces systèmes doivent fonctionner pour accumuler des richesses au profit des classes dominantes. Sans pression externe, ces systèmes fonctionnent. Et donc c'est comme ça que la démocratie représentative fonctionne en régime normal. Et donc, ce qu'il faut comprendre à partir de là, c'est que ce qu'on appelle démocratie ou démocratie représentative en Occident et que nous avons importé, ces types de régimes politiques sont incapables, lorsqu'ils poursuivent la logique de l'époque, de générer des performances démocratiques. Le deuxième enseignement, c'est que ces régimes ont pu connaître des succès en termes de performances démocratiques, c'est-à-dire en termes de liberté et en termes, disons, d'amélioration des conditions de vie, que lorsque certaines circonstances historiques ont été remplies. Impérialisme, redistribution des profits de l'impérialisme et existence d'un puissant mouvement anticolonial global. Ces conditions, actuellement, ne sont plus remplies. Avec l'émergence de la Chine, de l'Inde et d'autres pays, l'Occident n'est plus capable, comme auparavant, d'engranger la rente impérialiste qui est contestée par ces pays-là. Depuis les années 80, on a vu également que, avec ce qu'on appelle néolibéralisme, les écarts de revenus et de patrimoine s'accentuent entre les classes sociales en Occident et un peu partout à travers le monde. Il y a plus cette redistribution de la rente impérialiste. Et également, on a vu que le mouvement anticolonial global s'est essoufflé. C'est pourquoi ce qu'on appelle la crise de la démocratie représentative n'est pas véritablement une crise. Ce que ça montre, c'est que justement les conditions qui ont permis, qui ont, entre guillemets, camouflé la logique réelle de fonctionnement de la démocratie représentative ne sont plus en place. Et donc la démocratie représentative, au départ, c'est une critique de la démocratie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il faut comprendre également que la démocratie, telle que les Occidentaux en parlent en Afrique, c'est une conception qui est assez minimaliste. Minimaliste parce qu'elle se résume à ce qu'on pourrait appeler la liberté négative et l'acceptation de l'ordre impérialiste global. La liberté négative est un concept qui a été proposé par un philosophe qui s'appelle Isaiah Berlin, qui distingue la liberté négative de la liberté positive. La liberté négative, c'est l'absence, disons, de contrainte. Et c'est la conception de la liberté qui est développée, disons, par la philosophie libérale. Par exemple, si la loi ne dit pas que j'ai le droit, ne m'empêche pas de gifler mon voisin, c'est ma liberté de gifler mon voisin. Donc ça, c'est la liberté au sens libéral. C'est-à-dire que c'est l'absence de contrainte. Le silence de la loi
c'est ma liberté. Si je peux polluer les rivières parce qu'il n'y a aucun dispositif, il n'y a pas de problème, je peux polluer les libertés, c'est ma liberté. Donc ça, c'est la liberté au sens libéral. Donc c'est une liberté négative, à distinguer de la liberté positive. Et donc la liberté négative, dans nos pays, c'est quoi? C'est faire des élections transparentes, des alternances pacifiques, et l'existence d'une presse libre, l'absence de répression, l'absence de censure, l'absence ou en tout cas l'atténuation des formes de violence ouvertes. Donc la liberté négative, c'est ça. Et donc, quand vous réussissez ces conditions, on vous appelle démocratie. Mais dans cette conception de la démocratie également, le présupposé est que nos pays acceptent l'ordre impérialiste global. Et lorsque je dis l'ordre impérialiste global, ça veut dire que nos pays doivent toujours rester au stade de fournisseurs de matières premières bon marché, de débouchés pour les produits et les expertises étrangères, et aussi d'opportunités d'investissement lucratif pour le capital international. Ça, c'est les fonctions classiques attendues des pays périphériques. Et donc, ces fonctions entrent, disons, dans la conception que l'Occident a de la démocratie en Afrique. Et donc, au XXIe siècle, il y a de nouvelles fonctions qui nous ont été affectées. Et il y en a deux. La première, c'est d'être des sous-traitants des puissances occidentales dans leur lutte contre ce qu'ils appellent le terrorisme. Et l'autre fonction également, c'est d'être également le sous-traitant, disons, dans la répression de la circulation des victimes de la mondialisation contemporaine. Ce que j'appelle victimes de la mondialisation contemporaine, c'est ce que le discours dominant appelle les migrants en Europe. Moi, je préfère parler de victimes de la mondialisation contemporaine plutôt que migrants. Et donc, nous avons ces deux nouvelles fonctions. Aider les pays occidentaux à juguler, entre guillemets, les flux migratoires et à lutter avec eux contre, entre guillemets, le terrorisme. Et donc, l'acceptation de l'ordre impérialiste global, c'est le fait d'accepter ces différentes fonctions. Et donc, quand un pays décide de se rebeller contre cet ordre impérialiste global, tout de suite, on dit que c'est un pays qui n'est pas démocratique, qui est autoritaire. La Libye de Kadhafi, par exemple, c'était un pays qui s'était rebellé. Mais on va dire que ce n'est pas une démocratie. Pourquoi? Mais parce que Kadhafi était un dissident. Il ne voulait pas cet ordre impérialiste global-là. Actuellement aussi, c'est le cas au Venezuela. On va dire que Maduro n'est pas un démocrate. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que les ressources pétrolières et gazières du Venezuela soient appropriées par d'autres puissances. Et donc c'est ça. Tant que vous acceptez l'ordre impérialiste global et que vous êtes dans la liberté négative, c'est-à-dire pas trop de violence ouverte, pas trop de censure, etc., vous êtes une démocratie. Et donc c'est une conception très minimaliste de la démocratie. Et ce qui explique également pourquoi cette démocratie représentative-là, de plus en plus, désenchante les populations. Et donc, souvent en Afrique, et ça on le voit dans le discours dominant et aussi dans la science politique, entre guillemets, africaniste, on nous parle de transition démocratique. Transition démocratique. Mais il est trompeur d'utiliser cette expression-là. De mon point de vue, et ce point de vue peut être contesté, il n'y a pas de transition démocratique en Afrique. En tout cas, c'est une analogie avec la transition, le concept de transition démographique, qui n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que quand on parle de transition démographique, on a affaire à des tendances lourdes. C'est-à-dire qu'on passe d'un régime de natalité et de mortalité élevée à un régime de natalité et de mortalité faible. Mais quand on parle de transition démocratique, c'est comme si, au bout du compte, le pouvoir revient au peuple. Dans la plupart des cas où on a parlé de transition démocratique, le pouvoir n'est jamais revenu au peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Pour moi, au lieu de parler de transition démocratique, on devrait plutôt parler de détente oligarchique. Ce que j'entends par détente oligarchique, c'est-à-dire que les classes dirigeantes, à un moment donné, elles se disent il faut laisser tomber les armes
il faut laisser tomber la violence, allons vers les élections pour pouvoir régler les différends qui nous opposent. Et donc, c'est ça qui existe en fait dans les régimes politiques africains, mais pas une transition qui mène ultimement vers le pouvoir du peuple. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec ce processus de détente oligarchique, il y a de moins en moins de coups d'État. Ça, c'est une réalité qu'on observe sur tout le continent. Il y a de plus en plus d'alternance politique pacifique. Et donc, ce sont ces réalités-là, la diminution des coups d'État, la diminution des gouvernements militaires et disons, la fréquence des alternances politiques pacifiques qui ont fait dire à certains que nous vivons, en tout cas certains pays vivent, une transition démocratique. Mais pour moi, il serait plus judicieux de parler de détente oligarchique parce que malgré ces changements réels, le pouvoir n'est pas au peuple. Le pouvoir n'appartient pas au peuple. Parce que, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a trois problèmes qu'on a avec la thèse de la transition démocratique. C'est que au lendemain des indépendances, on avait des régimes instables où il y avait beaucoup de coups d'État. Et parfois on avait des régimes stables, mais avec les mêmes dirigeants au pouvoir depuis des décennies. Et donc l'idée de la transition démocratique, c'est de dire que lorsqu'on est passé, disons, du régime de parti unique au régime multipartite, c'est là que la transition a débuté. Mais le problème, c'est que dans beaucoup de pays, la transition au multipartisme n'a pas changé les régimes politiques fondamentalement. Certes, il y a eu des progrès en termes, disons, de droit de manifester, liberté de la presse, liberté syndicale, etc. C'est des choses qui ont été acquises de haute lutte, ce n'était pas facile. Mais malgré tout, dans beaucoup de pays, ceux qui étaient au pouvoir se sont juste mués entre guillemets en démocrates et ont organisé des élections à chaque fois pour valider le pouvoir et se maintenir indéfiniment au pouvoir. Et donc c'est ce que j'appelle les présidents uniques. Et donc il y en a beaucoup, mais le nombre diminue. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a quasiment plus de présidents uniques, c'est-à-dire des présidents à la Blaise Compaoré qui étaient là au pouvoir pendant près de 27 ans. Il n'y en a plus. Yahya Jammeh est parti. Et donc il ne reste plus que la dynastie des Gnassingbé et Otogo. Les présidents uniques, en tout cas comme phénomène, existent plus ou moins en Afrique centrale. En Afrique du Nord, on a vu que Bouteflika est parti. Et donc ça, c'est la tendance générale. La fin annoncée des présidents uniques. Mais la fin annoncée des présidents uniques, ça ne veut pas dire que les problèmes structurels des pays africains vont être résolus. Parce qu'on a deux autres types de problèmes qui sont structurels et contre lesquels aucune alternance n'a rien fait encore, aucune alternance politique. Le premier, le club unique, c'est-à-dire la perpétuation des mêmes élites au pouvoir et la perpétuation des mêmes pratiques politiques, des pratiques de clientélisme, de corruption, de népotisme, etc. Et donc, vous avez beau faire des alternances, vous avez beau vous débarrasser, disons, de régimes dictatoriaux, etc. Mais ce sont des réalités qui sont là, qui sont structurelles. Et le second problème, c'est ce que j'appelle le programme unique, c'est-à-dire l'adhésion de la plupart des gouvernements africains, quelle que soit l'idéologie et le positionnement politique qu'ils revendiquent, au dogme du néolibéralisme et aux politiques qui rendent illusoire la souveraineté économique de leur pays. En fait, lorsque je parle de programme unique, c'est pour insister sur le fait que sur la plupart des questions de souveraineté qui sont cruciales
et notamment les questions économiques, ce ne sont pas nos États qui ont le dernier mot, mais les institutions comme les FMI, comme la Banque mondiale, comme l'Union européenne et aussi comme l'Organisation mondiale du commerce. Il y a un exemple qui est assez parlant, c'est l'exemple du Ghana, qu'on décrit comme une démocratie. Mais au Ghana, on a vu, à un moment donné, le Parlement décréter une hausse des tarifs douaniers pour protéger le secteur agricole. Le jour où cette mesure a été prise, le représentant résident du FMI a appelé au président pour lui dire qu'il faut arrêter cette mesure. Et ça a été fait. Et pourtant, on dit que le Ghana est une démocratie. Et qu'est-ce qui est arrivé à partir de là? Le Ghana était plus ou moins autosuffisant dans le secteur de la volaille. Les importations se sont multipliées. Ça a détruit le secteur agricole canadien. Et la plupart des producteurs qui ont été mis en banqueroute, certains se sont suicidés, d'autres ont pris les chemins de l'immigration pour atterrir en Italie, etc. Et donc, si c'était un régime démocratique, on ne voit pas pourquoi un simple représentant résident peut appeler le président pour que tout cela change. Et donc ça, c'est juste un petit cas. Mais dans la plupart de nos pays, les décisions économiques importantes, ce n'est pas nous qui les prenons. Nous pouvons les valider formellement, mais ce n'est pas nous qui les prenons. Et donc, dans un tel contexte, on ne peut pas parler de démocratie. Et donc, c'est pourquoi, tant qu'existe ce programme unique, c'est-à-dire l'absence de programme de développement alternatif et en rébellion vis-à-vis, disons, des dictats mondialistes du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, etc. Et donc, tant qu'il y a ça, on ne peut pas véritablement parler de démocratie. Et le Sénégal aussi, c'est un exemple intéressant parce que c'est l'un des pays, disons, vitrines, entre guillemets, pour l'Occident quand on parle de démocratie. Parce que c'est un pays qui a introduit le multipartisme très tôt, au milieu des années 70, et qui n'a pas connu de coup d'État, qui a connu des alternances pacifiques, etc. Et donc souvent, dans le discours de la société civile, de certains intellectuels, on dit « Ah, si vous avez la démocratie, la bonne gouvernance, vous allez vous développer ». Mais le Sénégal est le cas le plus illustratif que cette soi-disant démocratie ne permet pas le développement. Parce que si vous regardez juste un indicateur assez sommaire, le revenu réel par habitant, c'est-à-dire le pouvoir d'achat par habitant, en 2016, c'était exactement le même qu'en 1960. Donc, sur le long terme, c'est presque de la stagnation. Donc, on vous dit que la démocratie vous développe. Si vous êtes démocratique, tout ça, pas de coup d'État, vous faites des élections, ça vous permet de vous développer. Mais vous regardez le cas du Sénégal, c'est le pays, entre guillemets, le plus démocratique en Afrique. Quel développement avons-nous? Stagnation sur près de 60 ans. Et donc, le point peut être même généralisé. Si je me suis intéressé à la question de la démocratie et à y consacrer un livre, c'est qu'au départ, je voulais m'insurger contre les discours faciles des organisations de la société civile, de certains intellectuels, qui disent « Ah, si vous avez la bonne gouvernance et la démocratie, vous allez vous développer. » Mais historiquement, on n'a jamais vu de pays anciennement colonisés qui se soient développés à travers la démocratie. Ce qu'ils appellent démocratie, il n'y en a pas. Si vous regardez les pays des États-Unis du Sud-Est, à chaque fois on dit « Ah, vous voyez Hong Kong, vous voyez Corée du Sud, Singapour, etc. » Chaque fois on parle de miracle asiatique, mais moi je dis que le miracle asiatique a été un miracle autoritaire. Ces pays étaient gouvernés d'une main de fer par des régimes qui n'étaient pas du tout démocratiques. La Corée du Sud est devenue, entre guillemets, une démocratie qu'à partir des années 2000, c'est-à-dire 40 ans après que le pays se soit déjà industrialisé. Donc la plupart des pays qui se sont développés, qui sont industrialisés, sont devenus, s'ils sont devenus démocratiques, après leur industrialisation. Mais on n'a jamais vu de pays qui se soit développé en étant une démocratie. Et d'ailleurs, si on prend le cas de beaucoup de pays, comme à l'époque, le Venezuela, Haïti,
et d'autres petits pays comme le Botswana, on a vu que dans les années 60, les pays qui étaient réputés plus ou moins démocratiques, jusqu'à l'heure actuelle, aucun d'entre eux n'a éliminé l'extrême pauvreté. Alors que les pays qu'on disait autoritaires dans les années 60, comme les pays du sud-est asiatique, la plupart ont éradiqué l'extrême pauvreté en une génération. Ce que je dis là, ce n'est pas un plaidoyer pour les régimes autoritaires, c'est juste un constat. Pour moi, le chemin, c'est vers la démocratie, mais pas la démocratie occidentale, libérale. Mais c'est pour dire que cette démocratie représentative est une impasse. Pour ce qui concerne le développement économique, c'est une impasse pour ce qui concerne aussi l'expansion des libertés. Et donc ça, il faut le comprendre. On n'a pas vu de politique dite démocratique dans les pays du Sud qui se soit développée, qui se soit industrialisée. Généralement, et c'est l'hypothèse même qui prédomine dans la littérature, la démocratie est genre un produit de luxe. C'est après le développement qu'on peut y avoir droit. Mais moi, je conteste également cette hypothèse-là parce que je pense qu'il est possible que nous ayons un développement économique harmonieux qui se fasse dans des conditions d'égalité politique. Et donc, ce qui est important de dire en guise de conclusion, c'est qu'en fait, la crise de la démocratie représentative n'est pas en tant que telle une crise de la démocratie représentative. C'est juste la démocratie représentative qui se montre sous son vrai jour. C'est-à-dire un régime qui au départ n'a pas été paramétré pour générer de l'égalité sociale et aussi pour générer de la prospérité partagée par tout le monde. Ça, il faut le comprendre. Et donc, c'est une erreur de penser que, en important les formes institutionnelles de la démocratie représentative, les types d'institutions de la démocratie représentative en Afrique, on pourra avoir les mêmes performances en termes de liberté et en termes de développement économique qu'on a pu observer en Occident. Et donc, la conclusion, c'est que il nous faut aller vers, entre guillemets, plus de démocratie. Mais plus de démocratie, ça revient à rompre avec la conceptualisation dominante de la démocratie. C'est-à-dire une démocratie qui est, disons, dominée par les élections, une démocratie qui est dominée, disons, par des, disons, presque dans chaque pays, par des castes politiques. Et donc, nous devons nous prendre nos distances vis-à-vis de cette conception de la démocratie-là et essayer de concevoir l'égalité politique à partir des combats quotidiens, à partir des défis quotidiens que nous avons. Je vais m'en arrêter là et par la suite, dans la discussion, peut-être que je pourrais revenir sur quelques alternatives qu'on pourrait concevoir face à la démocratie représentative. Merci. Et voilà, merci beaucoup, M. Dulong Sabasila, de votre exposé limpide et d'une grande pertinence.